Ma ville est le plus beau parc, sa ville pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa ville pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision. Et voilà, Laurent, je vous laisse lancer la présentation, enfin le diaporama de Marie-Yvonne. Et puis Marie-Yvonne, allez, c'est parti. Voilà. Là, je ne sais pas si vous avez une vue sur le diapo. Oui. Ok, d'accord, très bien. Bien, donc l'habitat participatif, alors il y a beaucoup de mots, hein, habitat groupé, habitat participatif, habitat associatif, habitat alternatif, etc. Donc je vais d'abord essayer de faire un petit tableau historique de la naissance de ces mouvements-là, parce que ce n'est ni nouveau, et ça ne se fait pas qu'en France. Et donc, on va essayer de voir comment tous ces vocables-là ont finalement abouti à un terme qui est habitat participatif. Qu'est-ce que ça recouvre? Donc, je ne développerai pas ici tout ce qui se passe au Québec, en Suisse, en Allemagne, en Uruguay, un petit peu dans pas mal de pays dans le monde, où l'habitat participatif est beaucoup plus développé même qu'en France. Je vais centrer mon propos sur ce qui s'est passé en France à ce niveau-là, pour essayer parce que les contextes législatifs, les contextes culturels ne sont pas les mêmes, et donc ce serait trop compliqué d'entrer dans des détails. Donc, mais il faut savoir simplement que ça existe de manière très développée dans les pays scandinaves, en Allemagne, au Québec, en Uruguay et en Suisse. Alors, en France, dès le 19e siècle, l'habitat coopératif trouve son origine dans les mouvements syndicalistes ouvriers et des formules d'accession à la propriété via des coopératives de logement ouvrières permettaient à des familles modestes de sécuriser leur situation. Donc on voit dès le départ que la question, c'est bien sécuriser la question du logement, trouver son... c'est pas seulement une histoire de bobos qui veulent vivre ensemble, c'est vraiment sécuriser la question du logement et avoir l'accession au logement, en sachant qu'en France, cette question-là se pose encore de manière cruciale. L'accès au logement n'est pas du tout sécurisé encore maintenant. Alors au 19e siècle, donc des premières lois sur les logements d'habitation à bon marché, dès 1894, encouragent la constitution de coopératives d'habitation. Et au début du XXe siècle, les coopératives HBM, Habitat Bon Marché, construisaient principalement des petites opérations de pavillons et de lotissement au cœur des villes ou dans les faubourgs, en accession à la propriété. Il y a ainsi à peu près 10 000 logements qui ont été construits avant la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale. Parallèlement à ce mouvement des habitats à bon marché, un autre mouvement coopératif basé sur le principe de l'autoconstruction s'est développé et l'apport initial de l'accédant est partiellement remplacé par un apport en temps de travail sur le chantier. Et puis après-guerre, c'est un deuxième mouvement qui naît, encore des difficultés de logement, puisque quand même, je ne vous fais pas un tableau de la France d'après-guerre, mais les questions du logement étaient absolument cruciales. Et le mouvement des castors, dont vous avez peut-être entendu parler, qui était assez développé en Bretagne aussi, est né lors de la grande crise du logement d'après la Seconde Guerre mondiale. Et il s'est développé jusqu'en à peu près 1955, et plus de 12 000 logements en autoconstruction étaient produits sur ce modèle. Et puis, il y avait une deuxième branche, plus coopérative, l'association Baticop, qui favorisait l'éclosion de coopératives de construction limitées à un seul programme en accession à la propriété, non HLM, et met en chantier entre 5 000 et 10 000 logements par an, entre 1950 et 1960. Un statut intermédiaire entre location simple et pleine propriété est créé en 1947, la location coopérative. Le locataire achetait sous forme de part sociale de la coopérative un droit à bail
cessible et transmissible, c'est-à-dire qu'on pouvait vendre et qu'on pouvait transmettre en héritage, et en contrepartie d'une contribution au financement de la construction. Puis ensuite, le locataire coopérateur versait un loyer correspondant aux charges d'exploitation et au remboursement des emprunts contractés. L'accès à ce type de logement était soumis à une législation HLM. 36 000 logements, plus de 36 000 logements ont été ainsi construits sur ce modèle. Et c'est la loi Chalandon de 1971 qui a supprimé cette possibilité parce qu'effectivement, d'abord, il fallait favoriser la promotion immobilière privée et puis ensuite, il y avait un petit souci parce que chaque coopérateur était en fait responsable pour l'ensemble des dettes de la coopérative. C'est ce qu'on appelle la responsabilité illimitée. Et ce qui quand même posait un petit problème et a posé quelques soucis à certains habitants. Et puis, dans les années 70-80, c'était une autre branche de l'habitat groupé, hein, on appelait à ce moment-là l'habitat groupé, et qui trouvait déjà une existence dans des maisons denses et accolées du Moyen-Âge d'abord, et puis ensuite, à partir des années 70, l'éclosion de lieux d'expérimentation du lien social à travers la ville. Elles se sont nées. Et ce sont surtout des initiatives issues de mai 68 en Europe et en France qui jettent les bases du mouvement actuel. On parle surtout d'autogestion, d'autoconception, d'auto-administration et déjà d'autopromotion. Ainsi, naît le mouvement de l'habitat groupé autogéré, qui a regroupé une centaine d'immeubles au sein desquels les habitants mettaient en avant la volonté d'un projet solidaire et le souhait d'une participation active à la conception. Et puis, après un long silence d'une vingtaine d'années, dès le début des années 2000, la participation dans le domaine de l'habitat prend à nouveau de l'importance dans les esprits. Et il est désormais question de manière prégnante d'écologie, de liens sociaux et de démocratie active citoyenne. Vous voyez donc que l'origine, c'est vraiment la possibilité d'accéder à un logement de manière sûre et ensuite de manière collective. Et le mot d'habitat participatif permet de mettre en avant le fait que les habitants sont acteurs de leur habitat. Nous avons tous le contexte actuel en France où on est soit propriétaire, soit locataire. Donc, soit même dans la propriété privée, soit locataire dépendant d'un propriétaire privé, etc. Mais que on est vraiment, on a ces deux choix-là de manière tout à fait prégnante. Et l'habitat participatif est une sorte de troisième voie et d'autres possibilités qui sont ouvertes aux habitants. Alors, en 2014, à la suite de ce mouvement qui naît dans les années 2000, sort la loi ALUR, qui est donc initiée par Duflot, qui était à ce moment-là ministre du Logement, et qui recrée cette notion d'habitat participatif et recrée une législation, un cadre législatif pour l'habitat participatif et surtout qui en donne une définition qui permet de préciser bien les choses. Donc je vais vous la donner telle qu'elle est dans la loi parce que chaque mot est important et précise bien les choses. Donc l'habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leur logement et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et le cas échéant d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis. Donc on voit bien que là est au cœur l'habitant.
Et il inscrit cet habitat participatif dans aussi un objectif politique plus large que la simple volonté des habitants. En partenariat avec c'est toujours dans le texte de la loi, en partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existants publics ou privés, et dans le respect des politiques menées au niveau national et local, l'habitat participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements, ainsi que la mise en valeur d'espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants. Donc voilà le texte de la loi qui, vous voyez, est très précis, va assez loin dans cette définition de l'habitat participatif. Alors, oui, il faut que je me dépêche un petit peu. Donc, qu'est-ce qui caractérise… Oui, je suis obligé de vous signaler que vous avez déjà passé 10 minutes sur les 20. Oui, mes petits camarades viennent de me dire ça, donc, mais ça va, voilà. Donc, quels sont les critères pour qu'on puisse considérer que c'est un habitat participatif? Il faut l'engagement volontaire des ménages dans le projet, une participation à la conception ou à la gestion, la définition en amont par les futurs habitants d'une vocation collective dépassant l'étape de conception, l'existence d'espaces communs, l'existence d'un socle commun de valeurs qui font écho plus ou moins fortement au partage, au lien social et à l'écologie. Et l'objectif économique reste secondaire dans cette histoire-là. Il est, voilà, on n'est pas des promoteurs. Voilà, les promoteurs, leur objectif premier, c'est de faire des profits, et cela reste secondaire dans l'habitat participatif. Alors, la loi ALUR crée deux types de statuts, deux types de sociétés d'habitat participatif. D'une part, les coopératives d'habitants. Donc, vous voyez que ça aussi, c'est issu de l'histoire du mouvement. Donc, les coopératives d'habitants, qu'est-ce que c'est? Vous avez là, au tableau, un schéma qui vous explique à peu près comment fonctionnent les coopératives d'habitants. Au Toit partagé à Lorient, projet dont je fais partie, qui est une coopérative d'habitants. C'est un document ABICOP, qui est la Fédération française des coopératives d'habitants, puisque nous sommes dans un mouvement national des coopératives d'habitants. Alors, un groupe d'habitants crée une société coopérative dont ils deviennent actionnaires, où ils achètent des parts sociales. C'est la coopérative d'habitants qui emprunte aux banques, ce ne sont pas chacun des habitants individuellement, et cette redevance, ces parts sociales leur permettent d'une part de participer à la gestion de la coopérative de leur société, et d'autre part d'avoir un usage sur un espace. Ils ne seront jamais propriétaires de leur logement, c'est un droit d'usage sur un espace contre une redevance, un lot qui comporte une part loyer et aussi une part acquisitive. Alors, je ne vais pas entrer trop dans les détails techniques, on verra ça dans les questions plus tard, et c'est la coopérative qui paye les charges de propriété, qui paye les emprunts, il y a aussi des provisions pour impayés vacances de loyer, qui paye la taxe foncière quand il y en a une, qui rembourse les emprunts et qui fait des provisions pour grosses réparations. Et donc le loyer permet ça, et dans certaines coopératives et dans la plupart des coopératives, pour que la coopérative ait un peu plus de trésorerie, il y a aussi une petite part acquisitive qui est ajoutée, c'est pour ça qu'on dit redevance et pas loyer, c'est-à-dire qu'il y a une petite part qui peut leur être restituée sous forme de part sociale ensuite. Ça, c'est pour des questions de trésorerie. Donc, c'est une propriété collective et donc ces parts sociales peuvent être transmises par héritage ou peuvent être cessibles, peuvent être vendues. Et c'est une propriété collective et la responsabilité devant les banques est collective aussi, ce qui permet, par exemple, à des personnes âgées qui n'ont plus la possibilité d'emprunter, de pouvoir accéder à un logement en habitat participatif et de pouvoir accéder à un logement de manière intéressante.
D'autre part, il y a une possibilité, comme nous sommes gestionnaires de cette coopérative, nous avons une grande possibilité de mutualisation entre nous, ceux qui ont beaucoup d'apports, ceux qui n'en ont pas beaucoup, ceux qui ont des plus gros revenus mais pas d'apports, etc. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes gestionnaires de notre société coopérative et pouvons adapter chacune des redevances et chacun des systèmes à chaque personne dans la mesure où la coopérative est quand même viable. Voilà. Et il reste une autre, et il y a dans la loi ALUR une autre forme de société, qui est la société d'attribution et qui se rapproche davantage de la copropriété et des systèmes un petit peu que l'on connaît de copropriété. Donc l'habitat participatif, ça peut être une copropriété, ça peut aller jusqu'à une coopérative d'habitants et une propriété collective. Alors, attendez, je me retrouve. Voilà. Donc, ce cadre de la loi ALUR est intéressant, sauf que il y a encore quelques problèmes à régler et les décrets ne sont pas complètement sortis, en particulier pour les coopératives. On a quelques soucis avec une garantie, la possibilité d'avoir des garanties pour d'achèvement des travaux, etc. Donc les décrets ne sont pas tout à fait sortis. Il y a encore du travail à faire au niveau national, au niveau législatif. Alors, l'habitat participatif, c'est d'abord de l'humain, c'est d'abord des histoires humaines, mais c'est aussi une possibilité, en particulier en propriété collective. C'est comme si on créait sa propre coopérative HLM. C'est une possibilité vraiment de résoudre des problèmes de logement et d'essayer que tout le monde ait accès à un logement libre, avec un logement correct et de manière solidaire et écologique. Alors, dans le mouvement, la coordination, vous avez vu dans le film que ça s'appelait la coordination nationale de l'habitat participatif. On vient de changer de nom, donc pas de chance, hein, ce film-là est fait avant le changement de nom. Maintenant, nous appelons Habitat participatif France et ils viennent vous pouvez trouver sur le site une tribune où on fait 6 propositions pour l'habitat participatif pour que l'habitat participatif devienne vraiment des politiques publiques et non pas seulement de la volonté des habitants et des petits projets comme ça, par-ci, par-là, mais deviennent des politiques publiques de l'habitat. Alors, d'une part, on pourrait fixer au niveau national et au niveau de chaque projet, fixer à 2% la part des logements en habitat participatif sur un territoire. On pourrait aussi impliquer les citoyens dans la gouvernance du développement territorial dans les villes et les campagnes et de la production de logements. Pour l'instant, les municipalités et les collectivités, la clé de la question, c'est le foncier quand même. Hein. Les habitants ont assez peu à voir sur les PLU et les PLH et tous ces plans qui organisent l'urbanisme. Et donc, il faut que les citoyens soient davantage impliqués dans ces politiques-là et soient des choix. Ensuite, on pourrait réserver à l'habitat participatif 10% des droits à construire ou à rénover dans les programmes des opérations d'aménagement ou de rénovation. Ça, c'est quelque chose d'important. Et on pourrait aussi mobiliser des outils de portage foncier, c'est-à-dire, il y a de nouveaux outils qui viennent de se faire, de dissocier le bâti du foncier. C'est-à-dire que la collectivité reste propriétaire du terrain, et des sociétés peuvent y construire ou réhabilitent des logements et des habitats. Et ainsi, on lutte contre la spéculation. Et ça, c'est un des grands mots du logement actuellement, c'est la spéculation. Et ça, j'ai oublié de le dire en parlant de la coopérative, c'est à peu près le seul statut où on ne peut pas faire de plus-value sur la vente de ses parts sociales. C'est-à-dire qu'on permet de faire en sorte qu'il n'y ait pas de spéculation possible,
qui renchérit tellement le coût du loyer, qui crée des inégalités au niveau des territoires de manière extrêmement importante et qui font que, effectivement, voilà. Alors, je vais y arriver. Et donc, tous ces nouveaux outils, les OFS, les baux amphithéotiques, tous ces outils-là permettent de dissocier le foncier du bâti et donc de faire en sorte qu'il n'y ait plus cette question spéculative qui pose problème. Et on pourrait aussi créer au niveau national, mais aussi au niveau d'une agglomération, par exemple, créer un fonds spécial dédié à l'habitat participatif qui permettrait d'aider à l'émergence de projets, parce que l'un des soucis des projets, c'est d'obtenir de l'aide et de financer l'émergence, enfin vraiment le démarrage du projet, alors qu'il faut qu'on fasse connaissance, et on n'a pas encore les moyens trop d'investir de l'argent. Donc, des fonds dédiés à l'habitat participatif pourraient permettre de faciliter l'émergence de projets d'habitat participatif. Voilà, j'ai essayé. Bravo Marie-Vonne, excellent. Merci. Alors Brigitte, à vous. Je prends le relais donc avec le défi fou de vous raconter une aventure de 4 ans en 10 minutes. On va y arriver. Est-ce que vous voyez le nouveau diaporama? Oui. Alors, un habitat participatif au Bono qui s'appelle le Fil. Une aventure donc qui a démarré en début 2011, on va dire, donc sur un petit collectif qui a réfléchi sur comment habiter autrement, comment gérer une autre forme d'habitat dans son projet de vie. Donc démarrage décembre 2010, janvier 2011. Et donc avant de vous expliquer un petit peu le projet en 10 minutes, vous dire que l'habitat participatif, l'esprit, c'est vivre ensemble, chacun chez soi, c'est-à-dire que vous serez bien sûr invité à venir, alors pas les 60 personnes qui participent à la réunion de ce soir d'un seul coup, mais on invite fréquemment des groupes, et vous verrez que c'est souvent une question récurrente. On a chacun nos appartements avec des pièces qui sont celles d'un appartement traditionnel, sauf qu'on a des communs, et c'est ce qui fait un petit peu la différence, ce qu'on résume d'ailleurs sur un vivre ensemble, chacun chez soi. On réduit nos surfaces privatives au bénéfice de parties communes. Et donc, l'habitat participatif, alors je suis désolé pour le diapo, mais là, il ne fonctionne pas bien. Vous dire que cet habitat participatif du Bono, il est composé de 4 foyers différents, donc avec des personnes un peu plus âgées, des personnes un petit peu plus jeunes. Dans sa composition de démarrage, il y avait un foyer constitué d'une femme qui avait 82 ou 83 ans. Donc avec des 4 appartements donc, qui vont entre grosso modo 40 mètres carrés à 110 mètres carrés. Et puis des espaces communs qui sont relativement nombreux pour un habitat participatif. Donc on a ce qui se voit le plus, c'est une surface, c'est une salle commune qu'on appelle l'atrium, dans lequel on peut faire des réunions, des apéritifs, voire des petits spectacles, etc. Garage commun, buanderie commune, chambre d'amis commune, jardin commun, donc un espace commun qui est relativement important. Je reprends c'est moi qui ai bougé mon PowerPoint qui ne fonctionne pas bien. Voilà, et donc on est donc dans ce logement depuis 2014, mais je laisserai à Brigitte le soin en 10 minutes de vous expliquer comment on gère un petit peu cette vie en commun sur cet habitat participatif. Dans la construction du projet, il y a plusieurs étapes qu'on retrouve en général dans tout type d'habitat participatif. Le premier passage, il est autour de la constitution d'un groupe et donc la détermination de valeurs communes.
Donc ça se fait en général autour d'un écrit. En général, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais c'est une charte ou c'est un autre texte de référence où on inscrit donc les valeurs qui nous animent, ce qui permet aussi d'élaborer ensemble nos peurs, nos limites, nos envies, nos désirs, et de faire un pot commun en fait sur ce projet. Charte qui permet aussi après de communiquer si éventuellement il y a des personnes externes qui veulent adhérer au projet. Ensuite, une fois que ce groupe a été constitué, alors c'est un groupe qui a bougé, hein, qui a évolué, même si on a été très très vite, puisque c'est un projet qui s'est construit en moins de 4 ans. Il y a des groupes pour lesquels c'est beaucoup plus long. Mais le groupe a quand même évolué. Et donc, il a fallu qu'on fasse des recherches, c'est-à-dire qu'on recherche du foncier, un terrain, qu'on aille chercher aussi des comptes rendus d'expérience auprès de groupes qui étaient déjà passés par l'habitat participatif, qu'on prenne des contacts avec des structures d'accompagnement, et j'y reviendrai sur ces structures d'accompagnement. Et puis, d'autres sujets sur lesquels on a dû se pencher, c'est-à-dire quel cadre juridique, parce que c'est à l'époque, la loi ALUR n'existait pas, donc quel était le cadre juridique le plus approprié à notre projet, mais démarches aussi auprès des banques, démarches aussi auprès des notaires. Vous voyez, pas mal de choses à élaborer au sein d'un groupe, ce qui fait que ce sont des projets qui demandent de multiples compétences, des compétences en architecture, des compétences en droit avec le juridique, des compétences un peu financières, des compétences aussi, et c'est peut-être le plus important, autour de la gestion de groupe, gestion de projet, gestion de conflits, donc tout ça aussi c'est important. Et puis, il se trouve qu'au Bono, assez rapidement, on a pu trouver un terrain dans une ZAC, donc ça aussi, ça a été sujet à discussion, la zone d'aménagement concerté, parce qu'on n'était pas forcément au démarrage tous d'accord pour construire notre projet dans une zone très densifiée. Finalement, on a trouvé, consensus oblige, l'accord de tous les membres du groupe, presque, parce que dès qu'on a le foncier, c'est un engagement, et donc c'est à ce moment-là que se dessine vraiment la réalité du groupe telle qu'elle sera, puisqu'il y a des gens qui, au moment de s'engager, sont un peu partis parce que des problèmes financiers ou autres. Donc en 2013, on a réussi à avoir donc, du foncier sur la ZAC du Bono. Intéressant aussi par rapport à l'impact écologique, puisque les terrains étaient prévus pour 3 foyers, et finalement on densifie puisque nous sommes 4 foyers avec quand même pas mal d'espace. Et puis élaboration d'un projet avec l'architecte. Donc vous l'avez peut-être pas bien vu sur le PowerPoint, mais nous on est parti sur une ossature bois et sur un petit quoi ? Collectif. Un petit collectif, c'est ça. Un petit collectif avec 2 plots externes où on a les logements et un plot central où on a la pièce commune. Je continue, il me reste 3 minutes et 20 secondes. On est passé ensuite par la phase constructive, ce qui fait qu'on a perdu quelques cheveux ou pris quelques cheveux blancs, même si on a été quand même bien aidé par un architecte, mais malgré tout, c'est des engagements qui sont lourds financièrement. C'est un projet qui tourne entre 850 000 et 900 000 euros, donc c'est pas anodin. Que d'un point de vue technique, c'est pas un pavillon normal, c'est un collectif soumis en plus à des règles du collectif alors qu'on était des particuliers. Donc on a eu aussi à gérer ce genre de contraintes. Et puis toutes les surprises qu'on peut avoir au moment d'une construction, ce qui fait qu'on a eu quelques surcoûts, ce qui nous a occasionné donc des discussions à l'interne. Notamment, on avait décidé au démarrage de faire très peu d'autoconstruction. On s'est retrouvé quand même à faire notamment toute l'isolation interne, à faire les garages et les carports, enfin à faire un tas de travaux qui sont venus s'ajouter effectivement au suivi du projet. Mais donc au bout d'un an, le projet était réalisé pour un coût qui n'était pas très loin de ce qu'on avait prévu initialement, puisque je crois qu'on est sur 1700 à 1800 euros sur le mètre carré pour le bâti, et le coût global au mètre carré
tourne entre 2200 et 2300 euros. Sur une commune comme Le Bonneau, ce qui n'est pas non plus anodin, puisque vous savez, hein, sur le littoral, le prix du terrain est un petit peu coûteux, quoi. Une partie importante, je laisserai Brigitte parler de tout ce qui est mutualisation, hein, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce genre de projet. On est parti très, très rapidement hein, au démarrage du projet sur diminuer l'impact écologique. Hein. Et donc pour ça, on avait un cahier des charges sur la densification de l'habitat, sur essayer d'avoir un choix d'artisans, un choix de matériaux qui soient plutôt locaux, dans la mesure du possible. Donc on a fait travailler notamment EBC, hein, qui sont de grands champs. Ils ont fait 60-70% des travaux sur le bâtiment, donc en charpente, etc. L'idée aussi, c'était d'avoir un bâtiment qui soit peu coûteux en énergie. Donc on est positionné sud, on a beaucoup de vitrages, on a une isolation performante. Pour vous donner une petite idée, ça fait maintenant 6 ans qu'on y est. En termes de chauffage, on a un coût qui est de l'ordre de 900 € pour l'ensemble du bâtiment, c'est-à-dire des 4 logements. Chauffage, eau chaude, tout compris. On a de la récupération d'eau de pluie, on a des panneaux solaires. Donc, alors, c'est super hein, au niveau du fonctionnement. Bien sûr, au niveau de l'investissement, c'est des choix qu'on a fait, mais c'est des choix sur lesquels on a tenu. Donc, pour que effectivement, on ait une diminution de notre impact écologique et qu'on ait une qualité aussi dans notre bâtiment. Je termine ces quelques images là pour vous dire que et c'est Brigitte qui conclura pendant 10 minutes là-dessus. L'important quand on se lance dans ce genre de projet, bon, l'impact écologique, ça c'est sûr, mais il y a aussi tout ce qui tourne autour du bien vivre ensemble, du construire ensemble et de vivre des moments partagés, de s'aider. Et c'est vrai que là, on vient de vivre à travers le confinement une autre expérimentation de ce qu'est l'habitat participatif et de ce qu'il peut apporter. Je finis mon propos là, comme ça j'ai fait mes 10 minutes. J'espère avoir été suffisamment clair, mais après on verra sur les questions que vous aurez à nous poser. Vous avez ici, pour illustrer le propos de Brigitte, 2 vues de notre habitat participatif, une à la fin des travaux, puis une telle qu'elle est aujourd'hui avec un jardin qui est plutôt verdoyant. Voilà. Et je laisse Brigitte parler de la vie collective dans notre habitat participatif du Fil. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. On veut ça là ? Tu veux ça ? Bonjour, alors moi je vais essayer de vous parler de notre expérience. Alors déjà je crois que la première chose à ramener, c'est que dans les propos de Marie-Vonne et dans les propos de Laurent, ce qui ressort, c'est qu'il y a autant d'habitats participatifs que de groupes, hein, puisque chaque groupe est unique, singulier et se réunit pour des fois des choses différentes, des motivations qui ne sont pas toutes les mêmes. Donc il y a des questions qui sont intéressantes hein, sur le sondage, notamment par rapport à la construction écologique ou pas. Ça, j'ai envie de dire, c'est le groupe qui va déterminer. Il y a la rencontre de personnes qui ont envie de faire un projet d'habitat participatif et après il y a un travail à mener parce que l'habitat participatif c'est un travail. Hein, donc c'est un travail qui est réjouissant, qui amène beaucoup de plaisir, mais c'est du boulot quand même, quoi, hein, parce qu'il faut être vigilant, il faut être bienveillant, il faut avoir le souci et l'attention. Et ça, c'est dans le projet à monter, mais c'est aussi dans le vivre ensemble. C'est vrai qu'on croit qu'on connaît les gens. Hein, donc on les côtoie, on se rencontre plusieurs fois par semaine pour travailler sur l'élaboration du projet. Mais quand on rentre dans le bâtiment, on a fini tout ce qui nous, tout ce qui nous réunissait à un moment donné dans le principe constructif. Et il faut effectivement qu'on mette en œuvre des tas de choses derrière. Et là, c'est vrai qu'on se demande comment on va prendre les choses, parce qu'on arrive, enfin nous on était un petit peu fatigués de la construction, puisque comme disait Laurent, on a eu des petits soucis qui nous ont imposé pas mal de travaux. Et donc là aussi, on a réfléchi ensemble sur ce dont on avait besoin. Et comme on est depuis 6 ans dans notre habitat participatif, on voit que ces choses-là changent et évoluent
en fonction aussi de ce qu'on vit, des périodes, des moments, des phases des uns et des autres. L'habitat participatif, c'est la communication. Enfin, moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment le premier atout. Pouvoir communiquer de façon sensible avec ses voisins et sur des modes prédéterminés aussi ensemble. Donc nous, on se réunit comme dans beaucoup d'habitats participatifs, hein, on se réunit de manière formelle, une fois par mois, une journée complète, où on met en place un calendrier de choses à faire. Alors ça peut être soit des choses à agir dans le jardin, dans des bricoles de construction qui nous restent à faire, ou ça peut être sur de la comptabilité parce qu'il faut faire les comptes, sur du ménage. C'est très variable. Dans la journée, on peut mettre plein de trucs différents. Ça peut aller du jardin et puis à un moment on va se rendre compte qu'il fait très très beau et que franchement on n'a pas du tout envie de faire de jardin, donc on décide ensemble d'aller se baigner. Enfin, voilà, le tout c'est d'essayer d'être au même rythme à un moment donné, ritualisé pour nourrir la réflexion et ce qu'on va mettre dans notre vivre ensemble. Alors après, au fil, on ne fait rien d'exceptionnel de plus que les autres habitats participatifs. On essaye juste de rayonner sur la ZAC, hein, puisqu'on est dans une zone d'aménagement concerté, donc on est sur un gros lotissement. Au début, les gens nous ont pris un peu pour des bobos, voilà, hein, et donc il fallait aussi qu'on essaye de montrer l'intérêt de cet habitat. Donc on est très outillés, donc les gens peuvent venir chercher des outils. Donc il y a des voisins qui viennent s'équiper chez nous, puisque comme voilà, on est aussi une succursale de Décathlon, parce qu'il y a beaucoup de sportifs. Donc là c'est pareil, il y a du prêt de matériel de sport, hein, pour les enfants, pour d'autres. Et puis surtout, on utilise notre salle commune pour faire des activités. Donc là, on ne peut pas recevoir plus de 50 personnes dans la salle commune. Donc en fonction de ce qu'on propose, on va avoir des publics un petit peu différents. Hein, on va cibler soit de la grande proximité ou soit si c'est une soirée conte pour enfants, voilà, il y a plein de gamins dans le lotissement, mais si c'est une soirée conte pour adultes, on ne va pas inviter les mêmes gens, quoi, hein. Mais le but, c'est effectivement de créer un lieu et une dynamique chaleureuse dans ce lieu et de la partager. Parce que vraiment, ce qu'on ne souhaiterait pas, c'est de rester entre soi. Et de ne pas faire vivre ce projet et essayer de le partager pour créer de la dynamique, quoi, hein. Après, quand on est arrivé, on se connaissait pourtant pas mal, mais on arrivait chacun aussi avec nos appréhensions. Et ça, dans un habitat participatif, pardon, c'est très important de pouvoir parler de ses peurs et de ses limites, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes limites, on n'a pas du tout les mêmes empêchements, on n'a pas du tout les mêmes freins. Et voilà, pouvoir en faire état, c'est aussi pouvoir être pris en compte dans tout ce qu'on est. Et c'est là où l'habitat participatif est très intéressant, parce que comme on est très différents, on peut mutualiser sur plein d'endroits très différents. Donc on peut mutualiser sur des choses banales comme faire les courses. Par exemple, dans le confinement, il y avait 2 personnes qui sortaient. Bon, c'était ces 2 personnes-là qui sortaient qui allaient faire les courses pour tout le monde. Le prêt de voiture, de vélo, toutes les choses matérielles. Mais par exemple, notre voisin, il a été hospitalisé, il est papa solo. À un moment, effectivement, cette hospitalisation, elle a été très compliquée à mener pour lui. Heureusement, il était dans un habitat participatif. Notre voisine est décédée. Bon, ça a été un petit peu chaud, mais c'est vrai que le fait de pouvoir le porter à plusieurs et l'imaginer à plusieurs, le vivre à plusieurs, c'était plus facile. Après, il y a des choses très réjouissantes, hein. Nous, on est nouvellement grands-parents, donc effectivement, on va partager à la fois les choses plus lourdes, mais aussi les choses très, très joyeuses. J'ai envie de dire, c'est vraiment...
Moi, j'ai 7 frères et sœurs, donc j'ai pas besoin d'une autre famille parce que j'ai une grande famille qui est super, avec qui je m'entends vraiment bien. Mais je suis pas proche, enfin, je suis pas près physiquement de mes frères et sœurs qui habitent loin. Sur l'habitat participatif, je peux compter sur chacun de mes voisins comme s'ils faisaient partie de ma propre famille, quoi, hein. En même temps, la mutualisation, elle va plus loin. Elle est dans l'échange aussi de compétences. Nous avons une voisine qui a une formation d'arboriculture, de permaculture. Bon, elle a mis effectivement en place des petits modules pour nous apprendre. Moi, je fais de la cuisine avec un groupe de cuisine, donc on a mis des ateliers de cuisine en place. Voilà, on peut mutualiser comme ça. On a notre voisin qui voilà, est dans des recherches par rapport au monde de demain. Donc, on partage beaucoup d'écrits et puis on va effectivement essayer de réfléchir à notre place et notre impact. Quoi. Je suis désolée, j'ai un gros chat dans la gorge. Laurent, tu peux pas me donner un petit peu d'eau, s'il te plaît. Voilà, donc après, on a appris aussi à se détendre, hein, parce qu'au début, on était un peu stressés. Voilà, est-ce que moi, je m'autorisais à… Je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est vraiment flagrant pour moi. Est-ce que je m'autorisais à intervenir sur les enfants de mon voisin, par exemple, et comment et dans quel cadre? Donc, on l'a défini ensemble. Au début, c'était, voilà, on intervient comme ça. Et puis après, les enfants, ils font le travail, ils font le chemin et après, tout se libère. Est-ce que je m'autorisais à étendre les slips de mon voisin s'il reste coincé dans la machine à laver et que j'ai besoin de la machine à laver? Alors, au début, non, je n'y touche pas, moi aussi, de mes voisins. Hein. Et puis maintenant, ben, je les accroche et je les décroche et ça ne pose pas de problème. Et il fait pareil avec mes culottes, quoi. Hein. Donc, on apprend vraiment au fur et à mesure qu'on est ensemble à libérer les choses. Au début, on était très, voilà, fallait que tout le monde soit d'accord sur tout, tout le monde soit… encore 2 minutes. Donc, moi, j'avais une dépense, mettons, de 20 € pour acheter quelque chose qui me semblait important pour la chambre d'amis. Et il fallait que je demande l'autorisation à tout le monde. Bon, on s'est libéré, hein, on s'est dit, tiens, jusqu'à 50 €, on peut faire des achats qui nous semblent importants. Et puis, il y a l'aval. Voilà, on travaille ça au fur et à mesure. Alors, je sais, bon, je vais dépasser le temps, donc je vais arrêter. Et tout ce pour terminer, c'est que c'est un vrai chemin de connaissance vers soi d'abord et aussi vers les autres. Donc, en tout cas, moi, je suis très heureuse dans ce projet de vie et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous trois. Bravo hein, d'avoir dit autant de choses en aussi peu de temps. Ma ville est le plus beau parc, sa ville pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa ville pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision.